Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour amis auditeurs de Voix Plurielle, bonjour Alberto Toscano. Bonjour. Alors Alberto Toscano, vous êtes à la fois un journaliste, politologue et écrivain italien. Docteur et sciences politiques de l'Université de Milan, vous avez eu une carrière très riche de journaliste en travaillant pour un nombre impressionnant de médias. Vous vivez en France depuis plus de 30 ans et vous êtes devenu une figure très connue de nos chaînes de radio et télévision où vous commentez souvent l'actualité de votre pays. Alors qui mieux que vous, qui avez un tel amour pour la France et un tel attachement pour votre pays, aurait pu écrire votre livre « Ti amo Francia », Je t'aime la France, sous-titré de Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui ont fait la France, et c'est publié aux éditions Armand Collin. Alors, on ne va pas suivre un ordre rigoureusement chronologique, si vous le voulez bien, et je voudrais commencer par un souvenir personnel. J'avais assisté à votre conférence dédicace à la mairie du 9e arrondissement, où vous êtes bien connu, et tout près se trouve la rue Rossini. Rossini qui est surnommé le cygne de Pesaro, dont vous écrivez qu'il était devenu une véritable institution en France. Est-ce que vous pourriez vous raconter brièvement son parcours de Rossini? Rossini, Gioacchino Rossini, né à Pesaro, dont surnommé de cette façon, il Cigno di Pesaro par les Italiens, est devenu le symbole, l'un des symboles italiens, mais français aussi, de la musique italienne, del bel canto, de la bella musica, de la musique meilleure qu'on a pu produire à son époque, composer et chanter et sonner à son époque, dans l'époque du 19e siècle. Rossini quitte l'Italie pour venir à Paris, où il devient le responsable du théâtre italien, et où il collabore, entre autres, avec un autre grand compositeur italien, qui est Vincenzo Bellini, le Sicilien, qui meurt à Puteaux. Il meurt malheureusement jeune à Puteaux, mais il a le temps de réaliser entre l'Italie et la France ses compositions restées célèbres. Et donc, Rossini, Bellini et les représentants de la musique italienne qui peuplent les théâtres parisiens de l'époque montrent à quel point il y a eu dans le 19e siècle, mais pas que dans le 19e siècle, une influence bien réelle de la musique italienne dans l'art français. Parfait. Alors, on revient en arrière. Votre premier chapitre évoque les interactions politiques très fortes entre l'Italie et la France. Donc, c'était entre la fin de la Renaissance et le XVIIe siècle. C'était le jeu politique européen de l'époque. Il y avait des liens par le haut entre les noblesses des deux pays, avec l'État pontifical, la couronne de France. Et vous évoquez les figures incontournables donc, de Catherine de Médicis, épouse donc, du fils de François Ier, qui était la grande-tante de Marie de Médicis, donc lointaine parente, épouse de Henri IV. Les deux ont introduit de nombreux Italiens dans le cercle du pouvoir. Très vite, vous évoquez également une influence dans la gastronomie. Il semble que beaucoup de plats français soient d'origine italienne. Est-ce que vous pouvez en parler? À l'époque, la Renaissance, l'Italie de la Renaissance était considérée comme l'endroit idéal, l'endroit le plus dynamique et le plus exemplaire pour l'art de vivre en général et entre autres pour la gastronomie. Et donc, les Français, à commencer par François Ier lui-même, qui arrivait en Italie, était quelque part séduit par cette capacité des Italiens de la Renaissance de décliner les différents sujets de la culture, de l'art et aussi de la gastronomie sur un ton agréable. Le culte de la beauté, le culte du bon et du beau. Du beau, oui. Ensemble, hein? Et donc, le beau et le bon. Et donc, quand Catherine de Médicis arrive en France pour se marier avec le futur roi de France, elle amène elle est très jeune, hein, elle amène avec elle toute une série de
personnes qui l'aideront. C'est des Italiens et entre autres, il y a des cuisiniers. Et ces chefs italiens, comme on dirait aujourd'hui, amènent les produits du terroir, qui devient aussi des produits du terroir français. Par exemple, parmi eux devient très célèbre l'artichaut, auquel on attribue en France et en Italie aussi de propriétés aphrodisiaques. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent voudront faire le test. Dans ce cas-là, ils vont écrire à votre radio et dire voilà, si l'artichaut a marché. Voilà. C'était quand même le Viagra de l'époque. Et on n'avait même pas besoin d'aller en pharmacie pour l'acheter. Ben, c'est très bien. Alors, au-delà donc de la cuisine, bien sûr, l'Italie est une terre de culture, de raffinement, de génie artistique dans bien des domaines. Et il y a un personnage donc, qui méritait un long chapitre, c'est Léonard de Vinci, qui apparaît dans le titre. Il fait partie des peintres illustres de Florence, comme Michelangelo, comme le Titien. Il a eu plein d'élèves, donc il est souvent difficile de lui attribuer certaines toiles. Mais tout le monde sait que la plus célèbre, la Joconde, est au Louvre. Alors, malheureusement, comme le temps nous est compté rapidement, mais pourquoi est-il venu en France à l'invitation de François Ier? Oui, Léonard de Vinci passe en France les 2 dernières années, un peu plus que 2, la toute dernière partie de sa vie, un peu plus que 2 ans. Et c'est probablement la période la plus paisible de son existence. En Italie, il n'a pas eu une vie facile. Il travaillait énormément, il avait un peu une angoisse pour le travail et pour obtenir aussi de conditions de vie pour lui agréables et de toute façon suffisantes à lui garantir pas seulement sa vie, mais aussi l'argent pour ses recherches, pour gérer toutes ses passions artistiques et scientifiques. Donc Léonard de Vinci en Italie passe d'une ville à l'autre et il se retrouve à Rome quand François Ier lui propose encore une fois de quitter le sol italien pour se transférer en France et pour vivre en travaillant pour lui, mais aussi en faisant tout ce qu'il veut faire. Le roi François Ier met les richesses du royaume de France quelque part à la disposition du génie de Léonard de Vinci. Et entre ces 2 hommes, évidemment l'un beaucoup plus âgé que l'autre, il y a comme une relation personnelle, culturelle, mais aussi d'affection sincère. Et comme quoi, il y a une légende qui veut que Léonard soit mort entre les bras du roi François Ier. François Ier. C'était probablement pas vrai, mais quand même, c'est beau à croire. C'est un beau symbole. Et Léonard amène en France 3 de ses tableaux, et en particulier la Joconde, et il travaille encore sur ce même tableau qu'il a amené en France et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Il travaille. Et alors, la présence de Léonard en France provoque aussi des légendes, et parmi ces légendes, il y a une légende à laquelle certains Italiens croient encore aujourd'hui, et c'est absolument pas vrai. Ils croient que les Français ont volé la Joconde. Ce n'est pas vrai. C'est Léonard lui-même qui a donné la Joconde à François Ier et donc à l'État français. Donc la Joconde se trouve de façon parfaitement légale au Louvre, mais certains ont cru que ce n'était pas vrai. Et début du XXe siècle, quelqu'un a même volé la Joconde. Vous le racontez dans le livre. Voilà. Vous le racontez. Alors, Alberto Toscano, justement, puisqu'on vient d'évoquer ces œuvres d'art, il y a la légende donc et de l'acquisition frauduleuse de la Joconde par la France, mais il y a quand même eu beaucoup de toiles qui ont été ramenées par les armées de Napoléon pendant les campagnes d'Italie. Et c'est l'année du bicentenaire donc de la mort de Napoléon. Il y a des célébrations, elles sont contestées d'ailleurs. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quelle mémoire ont finalement les Italiens de Napoléon? Parce que les Français, finalement, se sont battus pas contre les Italiens, ils se sont battus contre les Autrichiens, ils se sont battus donc contre les armées
coalisés sur le sol italien. Mais enfin, ils ont créé des protectorats, comme le royaume de Naples avec Murat. Ils ont enrôlé par dizaines de milliers des soldats italiens qui sont allés mourir lors de la désastreuse retraite de Russie. Vous en parlez. Alors, là aussi, malheureusement, le temps nous est compté, mais en gros, Napoléon, c'est qui pour les Italiens? Un envahisseur ou quelqu'un de bien? Il y a deux éléments dans la présence de Napoléon en Italie et dans la présence de l'armée française en Italie à la fin du 19e siècle et au début du 19e siècle. Excusez-moi, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Je ne sais pas si j'avais dit exactement, mais c'est bien de répéter pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Donc, ces deux éléments sont un, la libération et la modernisation qui va avec, et l'autre, c'est la domination, l'invasion. Donc, un élément positif, parce que Napoléon amène avec lui, dans ses bagages, on pourrait dire, des idées de liberté et de modernité, dont l'Italie avait énormément besoin. Et de l'autre côté, il est un dominateur, il est un envahisseur, parce que quand même, c'est des troupes étrangères qui arrivent en Italie. Donc, ces deux éléments ont cohabité quelque part dans la même image de Napoléon Bonaparte, qui était lui-même d'origine né en Corse, lui-même corse, d'une famille dont Napoléon naît seulement quelques mois plus tard que la Corse est devenue française. Avant, il aurait pu être italien. Elle appartenait à la République des Jeunes. Et d'ailleurs, les historiens nous disent que quand Napoléon arrive dans le collège militaire en France, l'école militaire française, sur le sol de l'Hexagone, amené par son père, ses copains de cours à cette école militaire se moquent de lui à cause de son accent. Cet accent, un accent corse, donc italien. Parce que il ressemble. Donc, il y a cet élément italien même dans la famille de Napoléon Bonaparte. Et dans la culture où il a grandi. Il a grandi. Et ça se rajoute à ce double élément dont je parlais tout à l'heure. Napoléon qui amène des idées de liberté et Napoléon qui amène une réalité de domination. Dans la mémoire collective italienne, des Italiens, ces deux éléments se côtoient, mais il faut dire, je tiens à le rajouter, à le souligner, qu'aujourd'hui, à l'occasion de 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte, l'élément positif est largement supérieur aux éléments négatifs. C'est clair. Et la mémoire des Italiens pour Napoléon aujourd'hui est une mémoire favorable. Positive. Très bien. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, d'évoquer tous les chapitres de votre livre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'entre la Renaissance et puis la Révolution et Napoléon, il y a eu énormément de personnalités italiennes qui étaient présentes en fait en France et qui ont offert une créativité dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre, l'astronomie, les mathématiques. On n'a pas le temps de détailler leurs œuvres, mais il faut le savoir parce que votre livre est extrêmement... Un peu de temps, on peut quand même le prendre. On va se débrouiller avec... On ne parlera pas d'autre chose, alors. 4 minutes de plus de ce qu'on avait dit. Alors, on va prendre quelques minutes de plus. On va gérer ça avec un sourire, quand même. Voilà. Alors, peut-être le nom, peut-être quelqu'un qui a un nom tout à fait français, Lagrange, par exemple. Oui, Lagrange est un Tourinois. Lagrange est un Tourinois. Étonnant. Allez expliquer aux Français que la rue Lagrange, qui se trouve à Paris, exactement à côté de Notre-Dame, est dédiée à un Italien, un Tourinois du XVIIIe siècle, 19e siècle, qui ensuite est devenu français, parce qu'il est venu à Paris, il a travaillé pour l'Académie des sciences, il est devenu français, mais il est né italien. Et donc, d'ailleurs, l'un de ses premiers livres s'appelait Les réflexions de Lagrange tourinois. Et il l'a même, revendiqué. Alors, le 19e siècle, lui, ça va être
bouleversement, on va avoir le risorgimento, l'unité italienne, après une lutte très dure. Il va y avoir des révolutions, des guerres, l'Europe se déchire, et la nation italienne donc va s'affirmer. Alors, vous avez intitulé un long chapitre de 28 pages, Belgiojoso, Cernucci, Garibaldi, Gambetta, Brazza et Zola. Oui. Et alors, certains, en fait, étaient des enfants d'immigrés, ils étaient nés en France, d'autres étaient des purs Italiens, comme Garibaldi, le héros donc de l'indépendance. Est-ce que vous pouvez rapidement les évoquer? Et puis surtout, le personnage romanesque et méconnu de la princesse Cristina Belgiojoso. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est une J'ai femme compris, oui. romantique, Romantique. dans tous les sens du terme. Hein. Oui, oui. Et elle arrive à Paris, on est dans les années 1830, et elle crée un centre, elle avait beaucoup de disponibilité économique, c'était l'une des familles les plus riches d'Italie. Elle avait déjà derrière elle un mariage raté, et donc elle était seule à Paris. Elle entre en contact avec tout le milieu intellectuel, et sa cause est la cause de l'unité italienne. Elle est en contact avec Louis-Napoléon, et donc avec lui, elle parle de l'unité italienne. Louis-Napoléon a été en Italie. Il s'est battu avec les Italiens pour les idées de la carbonerie, pour les idées du révolutionnaire. Risorgimento. Et il a failli mourir en Italie. Son frère est mort pendant qu'il se battait pour l'unité italienne. Et ensuite, Cristina di Belgiojoso, la princesse rebelle, la princesse romantique, la princesse révolutionnaire à sa façon, même s'il était super aristocrate. Elle pousse Louis-Napoléon à entrer en politique. Et quand il devient président de la République, il fait le mauvais choix d'intervenir en Italie pour écraser les mêmes idées pour lesquelles lui-même s'est battu, et pour ramener le pape au pouvoir. Christina est dégoûtée par ça, elle est dégoûtée par la politique, et elle quitte l'Europe et elle va en Turquie. Elle va vivre en Turquie avec sa fille, dont on ne sait pas exactement qui était le père de sa fille, mais c'était certainement l'un des grands intellectuels parisiens de cette époque. Elle vit en Turquie avec cette gamine, et elle écrit à partir de la Turquie des articles pour la revue de Deux Mondes. Et ils sont publiés des articles des années 1850 sur la vie d'une femme en Turquie dans la revue de Deux Mondes. Une vraie féministe avant l'heure. Extraordinaire, extraordinaire. Tout à fait. Alors, pour les autres, entre autres, Cristina Belgiojoso, je tiens à le souligner, essaye de démonter même l'idée même du harem, à laquelle la mentalité machiste européenne de l'époque, oui, bien sûr, attribuait le harem, c'était un paradis pour eux. Et Christina va dans un harem, elle se trouve avec les femmes dans un harem et écrit, est la première femme qui écrit qu'est-ce que c'est vraiment un harem, c'est-à-dire une chose horrible. Horrible. Tout à fait. Alors, les autres, c'est Garibaldi qui participe à la guerre en 1870, oui. 1870, cet explorateur, Brazza, qui va comme explorateur en Afrique, un explorateur aimé par le peuple africain, à différence des autres explorateurs. Il est aujourd'hui enterré à Brazzaville. Qui a gardé son nom. Cette référence, non. Il y a évidemment Zola, fils d'un Italien, et né à Paris en 1840, dans le quartier des journaux de l'époque, la rue Saint-Joseph, la parallèle de la rue du Croissant, où Jean Jaurès est tué en 1914. Et il y a évidemment Gambetta, petit-fils d'un immigré de Ligurie, dont la famille est à Cahors. Et Gambetta est l'architecte de la Troisième République. Tout à fait. Le fondateur de la République, la Troisième République, est d'origine italienne. C'est un petit-fils d'immigrés italiens. Alors,
votre livre donc, est un hommage donc, à toutes ces personnalités illustres. Et bien sûr, vous parlez de l'accueil de cette nation sœur, mais il y a eu des moments difficiles, vous les évoquez en quelques pages, en particulier fin du 19e siècle, les années 1880-1890, où, Oui. en fait, ce que j'ai compris, il y a eu une rivalité pour la colonisation en fait, de mon pays natal, hein, la Tunisie, et un très fort courant xénophobe. Vous évoquez même un pogrom qui a eu lieu à Aigues-Mortes. Oui. Et voilà. Et puis ensuite, bon, bah, ça n'a pas été des pogroms, enfin, ça a été un mépris pendant longtemps. On appelait les Italiens les Christos, qui sont très catholiques, les macaroni, les rital. Or, il y a eu quand même une intégration extraordinaire de millions d'Italiens. Ah, Alors, comment s'est faite cette intégration? j'ai écrit ce livre en réalité pour rendre hommage aux migrants italiens, Aux anonymes, finalement. les anonymes. Je parle surtout de personnes célèbres et connues pour montrer ce que les Italiens, les fils d'Italiens, devenus français, ont fait en France. Et le message est que l'émigration italienne vers la France a donné lieu à une intégration réussie. Total. Et avec aussi quelques éléments un peu tristes, parce qu'il y a eu comme une coupure de liens de famille et parfois culturels avec les régions d'origine de ces mêmes familles. Mais l'intégration a été formidable, a été réussie. Et dans ce contexte, il y a eu ce passage des Alpes de la part de millions, je dis bien millions, au pluriel, de travailleurs avec leurs familles. Et entre autres, il y a eu dans les moments de tension, des situations difficiles à revivre aujourd'hui, mais on a quand même un devoir de mémoire. Et parler aussi de moments difficiles, c'est aussi une façon pour comprendre que tout le reste a été positif. Tout à Donc, fait. Alors, et le moment le plus triste a été sans doute ce mois d'août 93, quand les travailleurs piémontais, d'origine piémontaise, des travailleurs saisonniers qui travaillaient dans les salines du Midi, à Aigues-Mortes, ont eu une polémique avec les habitants de la ville à cause des conditions de salaire qu'il acceptait et qui étaient moins bonnes. C'était des personnes qui fuyaient la misère. Et il acceptait des conditions en compétition avec les travailleurs français. Mais le contexte dans lequel la tension monte dans ce mois d'août 93 dans le Midi est un contexte de polémique politique très dure entre France et Italie, parce que la France a occupé, disons le mot, a pris le contrôle colonial de la Tunisie, tandis que l'Italie, qui avait déjà beaucoup d'Italiens, travailleurs italiens en Tunisie, qui venaient surtout de Sicile et de Calabre, rêvait à son tour de prendre le contrôle colonial de la Tunisie. Et cette situation de conflit colonial, compétition coloniale entre Français et Italiens, a ensuite poussé les Italiens à se venger en entrant dans la triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche, pratiquement contre la France. L'ennemi de la triple alliance, c'était la France. Et donc, à ce point-là, la tension monte, et dans ce contexte, il y a ce massacre de au moins une dizaine, mais probablement plusieurs dizaines de travailleurs italiens à Aigues-Mortes. L'année suivante, 1994, un anarchiste italien, Sant'Ecaserio, immigré lui-même en France, tue le président de la République française pour venger Aigues-Mortes. Donc la tension monte, il y a une spirale de tension entre France et Italie à la fin du 19e siècle, et le contexte change à nouveau avec la Première Guerre mondiale qui voit France et Italie alliées. Alors justement, il y a ce passage par les deux guerres mondiales, et je voudrais évoquer quelques personnalités que vous citez. Pour la Première Guerre mondiale, Lazare Ponticelli, qui est le dernier poilu survivant, hein, qui
a vécu jusqu'au début du XXIe siècle, qui était lui-même même pas naturalisé français, qui s'était engagé donc dans l'armée française. Et pour la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'héroïsme dans la résistance. Ces Italiens étaient souvent des communistes, ils avaient été exilés par le fascisme. Vous citez par exemple les trois frères Fontano, dont l'un a sa photo sur la célèbre affiche rouge des fusillés du Mont Valérien. Et puis, il y a eu des héros beaucoup plus anonymes, à savoir pendant l'occupation italienne entre novembre 1942 et septembre 1943 du sud-est du pays. Eh bien, ces héros, ils ne sont pas battus, ils n'ont pas fait la guerre, mais ils ont sauvé quand même beaucoup de juifs qui s'étaient réfugiés à ce moment-là. Ils ont fui finalement la France, ça qui est paradoxal, pour se mettre sous la protection d'une armée étrangère qui était l'Italie. Alors, on n'a pas le temps d'en parler en détail, mais ce que je dois dire, c'est que vous avez interrogé Robert Badinter, qui a apporté son témoignage, sa famille s'était réfugiée là-bas. Vous avez parlé de la famille de Serge Klarsfeld, dont le père malheureusement a été arrêté par la Gestapo fin 1943, de Simone Veil, dont la famille était réfugiée à Nice et elle-même a été déportée. Et c'est extrêmement touchant et je voulais vous rendre hommage. Je voudrais qu'on finisse en évoquant le monde plus contemporain, qui est finalement celui dans lequel nous avons grandi, et les personnalités françaises d'origine italienne sont aussi très, très, très nombreuses dans la chanson, dans le cinéma, dans la peinture, dans la mode, le sport. Vous finissez par Pierre Cardin. Vous pouvez peut-être en parler parce qu'il a disparu il y a quelques mois. Oui, j'ai écrit ce livre il y a 2 ans, hein, et ce livre est sorti à la fin de l'année 2019, c'est ça. Oui. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai essayé de parler à Pierre Cardin, mais ça a été impossible à cause de son âge et de sa santé. Et donc, j'ai écrit sur la base de contacts, de conversations que j'avais eues avec lui pendant les années 90. Et j'ai eu la surprise, quand le livre a été publié, de recevoir une lettre émouvante de Pierre Cardin qui me remerciait pour mon livre, pour l'idée du livre et pour avoir écrit ce que j'ai écrit au sujet de lui. Et dans cette lettre, il m'a exprimé sa nostalgie pour l'Italie. Surtout à la fin de sa vie, Pierre Cardin revendiquait son italianité. C'est ça. Moi, je suis vénitien. Et il le disait avec fierté, avec joie. Il est né dans la Vénétie. Il est né en Italie, Pierre Cardin. Le nom Cardin, en italien, se prononce Cardine. C'est un nom typique de la Vénétie, comme Manine. On appelle Manin en France, mais c'est Manine. Voilà, la rue Manin, on n'arrive pas à deviner que c'est des Italiens. La rue Manin à Paris, c'est la rue Manine, pas Manin. Et Pierre Cardin s'appelait Pierre Cardine. Mais évidemment en France. Donc, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému recevoir cette lettre. Alors, et le fait que quelqu'un qui à ce moment était hyper célèbre a quand même eu une émotion, il l'a dit, il l'a écrit, une émotion en lisant l'histoire et en réfléchissant à l'histoire même de sa famille italienne. Alors, il y a énormément de personnalités que l'on connaît encore beaucoup mieux. C'est des acteurs de cinéma comme Yves Montand, qui était né Livy, comme Lino Ventura, bien sûr Michel Platini, et puis il y a aussi des chanteurs qui ont été aussi acteurs, comme Serge Reggiani, par exemple. Et c'est vrai que leur italianité n'apparaît pas directement, mais de temps en temps, il y a des clins d'œil aux origines. Vous évoquez par exemple Dalida, qui était une Italienne d'Égypte, où elle parlait également parfaitement le français, donc elle s'est parfaitement intégrée. L'histoire des Italiens en France, de l'immigration italienne en France, passe en bonne partie par l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc, il y a eu comme une porosité, je le dis dans le sens, pour moi, c'est une bonne chose, hein, d'Italiens qui allaient pour de différentes raisons
Par exemple, en particulier de Sicile vers la Tunisie, de Naples et d'autres régions du sud de l'Italie, les Pouilles, vers l'Égypte, surtout à la fin du 19e siècle. Et là, c'était une migration intellectuelle et de personnes politiquement engagées qui devaient fuir l'Italie pour des raisons politiques, pour leur militance à gauche. Et ils ont gardé, mais aussi en Tunisie, aussi au Maroc, en Algérie, en Égypte, ils ont gardé la culture italienne. Et quand ils sont partis de ce pays, alors ils sont allés en France. Tout à fait. Et là, ils sont devenus français. Et vous évoquez, enfin, pour moi, ça me parle beaucoup, parce que dans ma Tunisie natale, j'avais beaucoup d'Italiens, donc quand j'ai fait mes classes au lycée français de Tunis, bien sûr, et Claudia Cardinal est née à Tunis. Cardinal, voilà, qui était Miss Tunisie en 1958 et qui a fait ensuite toute sa carrière pratiquement en France. Si vous voulez bien, Alberto Toscano, je voudrais finir par deux clins d'œil quand même, parce que cette italianité n'a pas été toujours refoulée. Serge Reggiani nous a laissé la chanson, l'italien. Ben, bien sûr. Reggiani a été lié, particulièrement lié à la culture italienne, et nous a fait le cadeau de cette chanson magnifique. Il chante de façon extraordinaire, il l'interprète, pas seulement il la chante, il la vit. Il la vit, tout à fait. Mais c'est des personnages on retrouve tout. Du monde du spectacle, du cinéma franco-italien sont tellement nombreux. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux cinémas, des metteurs en scène italiens qui ont tourné en France, des acteurs français qui ont joué en Italie. Il y en a eu vraiment énormément. C'est extraordinaire, c'est vraiment presque la même chose. Voilà, deux nations sœurs. De Sica est mort à Neuilly-sur-Seine. C'était un tel ensemble de liens personnels, professionnels, sentimentaux, tout ce que vous voulez. Et entre cinéma italien et français dans le monde du cinéma, c'est vraiment extraordinaire. On est jumeaux. Voilà. Des frères jumeaux. Alberto Toscano, merci. Je rappelle quand même le titre de ce livre, parce que c'est ça qui est important. Ti amo Francia, je t'aime la France. Donc c'est publié aux éditions Armand Collin. J'espère que nos auditeurs seront nombreux à avoir la curiosité de l'acheter et de le lire. Merci Alberto Toscano. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean Corcos pour Voix plurielle.